Laurent Jacobelli, peut-on et doit-on empêcher un Français qui vit à Rio de rentrer en ce moment en métropole ? Un Français, non. Un Brésilien, oui. Pour l'instant, d'autres pays l'ont fait. Alors, je ne comprends pas pourquoi la France ne peut pas le faire, mais le Portugal a suspendu ses vols dans les deux sens avec le Brésil. Est-ce qu'on va apprendre... Qui est à peu près le seul pays européen à l'avoir fait. Hein. Oui, mais qui est un pays avec des liens très particuliers avec le Brésil, donc symboliquement, c'est très fort. Il y a 20% de variants brésiliens déjà sur son sol. Bon, mais est-ce qu'on va apprendre de nos erreurs ? Nous avons été le dernier pays à accueillir en janvier, il y a un peu plus d'un an maintenant, des avions de Wuhan en Chine, en disant « Attendez, on va gérer ». Nous avons ensuite laissé pénétrer le variant anglais et on s'est aperçu qu'il est arrivé par un passager qui prenait l'avion. Donc on sait très bien que quand c'est trop tard, c'est trop tard. Quand les variants sont massivement... Le variant anglais, il est partout en Europe. Non, mais bien sûr. Mais c'est bien ce que je dis, est-ce qu'on apprend de nos erreurs ? Aujourd'hui, chaque semaine perdue, c'est 3 milliards pour l'économie, c'est 2500 morts. Donc il faut maintenant, et vous allez me laisser terminer, il faut maintenant un peu de modestie, s'il vous plaît, prenez un peu de recul, parce que je pense que très honnêtement, vous devriez. Il faut maintenant apprendre et fermer, interdire tous les vols du Brésil, aux exceptions des Français qui sont rapatriés en France, qui doivent être mis dans un isolement strict de 15 jours. Il faut maintenant protéger la vie des Français. Strict, c'est obligatoire pour vous ? Bien sûr. Et surveiller. Attention au glissement politique qui est de dire, finalement, fermons les frontières, refusons les étrangers, les non-nationaux, et faisons de la liberté d'aller et venir une liberté devenue accessoire sur laquelle on pourrait s'asseoir. Non mais c'est l'inverse, madame. C'est par idéologie que vous refusez de contrôler ou fermer les frontières, et c'est par idéologie que vous rendez les Français malades. Je suis favorable à un renforcement du contrôle. Donc, très clairement, l'idée n'est pas d'obliger... Dans le respect de la liberté fondamentale. Vous avez du mal à laisser parler. Hein. Allez, mais si, vous inquiétez pas. Ici, tout le monde a la parole. Laurent Jacobelli. L'idée n'est pas d'obliger tous les Français ou tous les étrangers à s'isoler de manière obligatoire. L'idée est de cibler un pays où il y a aujourd'hui un chaos sanitaire. Il faut donc interdire les liaisons avec le Brésil et il faut, et vous avez raison monsieur Decoutty, maintenant vraiment contrôler les gens qui rentrent en France, même des autres pays européens. Oui. Quand on prend le train ou quand on prend la voiture, il faut que ceux qui nous regardent le sachent, à de rares exceptions près, on n'est pas contrôlé. Et donc la France est encore un des pays les plus ouverts de l'espace Schengen. Donc il est temps maintenant d'arrêter cette idéologie qui fait qu'on refuse de contrôler, voire d'interdire certaines frontières. Il faut maintenant, il y a une crise sanitaire à gérer, il faut maintenant gérer les priorités et sans vouloir cloisonner la France absolument, il faut protéger les Français. Donc ça veut vous dire dites, contrôle aux frontières. Plus personne ne vient du Brésil temporairement. C'est 1000 personnes par semaine. C'est pas 1000 Français qui rentrent. Mais monsieur Jacobelli, la question... Et contrôle renforcé à chaque frontière intérieure. Absolument. Parce que dans 2 semaines, il sera trop tard et on dira, vous voyez le variant brésilien, ça y est, il est partout, ça sert plus à rien de contrôler. Mais déjà. C'est tout à fait nécessaire parce que la vie démocratique et les élections ne peuvent pas être la variable d'ajustement de la gestion de la crise sanitaire. Aujourd'hui, on peut aller chez le coiffeur, on peut aller au travail, on peut imaginer qu'on peut aller voter. C'est pas pareil. C'est la même chose. Si c'est pas la même chose, mais aujourd'hui on a des masques, aujourd'hui on a du gel, on n'est pas exactement dans la même situation qu'on était lors des dernières municipales, qui ont d'ailleurs, dont la gestion a été un fiasco. Moi, ce qui m'ennuie, ce sont les délais. Parce alors pourquoi ça a été, si c'est un fiasco, pourquoi est-ce qu'on le maintient ? Mais parce que non, mais c'était pas la même situation, c'est ce que je viens de vous expliquer. Nous sommes le 13 avril. Dans 2 semaines, il y aura le dépôt des candidatures pour les candidats aux départementales. 2 semaines. Jamais dans l'histoire de notre République, entre la date légale des élections et le dépôt de candidature, il y aura eu si peu de temps pour réagir. Notre vie démocratique, aujourd'hui, souffre de cette situation. De même pour la campagne. Quand on est président de région, et moi je le vois bien chez moi, on se balade. On se balade dans le cadre de sa mission. On fait 2-3 villes par jour. Quand on est candidat et qu'on doit se balader dans 10 km autour de chez soi, quand on a une région qui va de la région parisienne à l'Allemagne, c'est infaisable. Et puis, sincèrement, on est au courant de la situation depuis quand même longtemps. Quelle impréparation que de prévenir les maires le vendredi soir pour le lundi matin pour qu'ils apportent. Ça, vous faites référence à la consultation qui a eu lieu ce week-end. Il faut qu'on arrête l'impréparation, le manque d'anticipation et la mauvaise gestion, parce que tout cela n'est pas rassurant. Et Place Vendôme, on nous dit qu'il y a une trentaine de cas de personnes réincarcérées après avoir été libérées dans cette phase épidémique. Laurent Jacobelli. Oui, je pense qu'on n'imagine pas la douleur de cette famille en se disant que ce drame aurait pu être évité. Vous savez, parfois en politique, on fait le bon diagnostic et on aimerait avoir tort. Comme Madame Belloubet
Roubaix a pris cette décision de libérer un certain nombre de détenus à cause de la Covid, nous avions émis des doutes et nous avions dit attention, toutes les précautions ne sont pas prises. Il y a parmi des gens qui vont être libérés des gens au profil dangereux. On nous avait dit folie sécuritaire, le Rassemblement national dit n'importe quoi. J'aurais aimé que ce soit vrai. Malheureusement, on voit le résultat. Il faut savoir que la personne dont on parle, le violeur dont on parle, s'était mal comporté en prison. Il y a eu 4 incidents graves lorsqu'il était détenu. Il était multirécidiviste. Et dans la décision de justice, quand il sort, il y a marqué que le passage à l'acte est possible, qu'il a des tendances au passage à l'acte et que la récidive n'est pas exclue. Comment ? Effectivement, c'était dans son dossier. Oui. Comment, dans notre démocratie, on peut libérer des individus dangereux comme ça? Mais c'est pas un cas unique. Mais alors comment? Pourquoi? Parce que vous voyez, il n'y a pas intentionnalité. Parce qu'il y a un laxisme généralisé, que la doctrine est à la libération des prisonniers avant peine et au fait que plutôt que de construire des places de prison, on préfère libérer des places de prison. Mais c'est une logique dont on voit bien qu'elle est mortifère et dont on voit bien que les conséquences sont très graves sur la sécurité des Françaises. En l'occurrence, c'était... Ce cas terrible n'est malheureusement pas un cas isolé. J'aimerais, puisque vous aviez parlé tout à l'heure de mensonges, assurer la vérité quand même des faits. À Clermont-Ferrand, vous avez le dossier de un violeur qui a violé sa fille a été accusé, condamné à 15 ans de prison. Il est sorti au bout de 6 ans, avec contrôle psychologique, qu'il n'a pas effectué. Il a été réarrêté ensuite pour agression sexuelle pour une enfant de 12 ans, et il a été condamné, je vous le dis, à 3 ans avec sursis. Voilà la justice française aujourd'hui. Et donc, on met des mots... Je ne sais pas de quelle affaire vous parlez. C'est vérifiable. Donc, aujourd'hui, tout le monde le sait, la justice est laxiste. Vous pouvez... Mais madame, vous n'avez comme argument, mais vous êtes macroniste, que les autres sont des menteurs et que vous avez raison sur tout. Vous ne voyez pas la réalité. Simplement que vous mentez sur ce plateau, monsieur. Mais vous avez menti au début du plateau, point barre. C'est vérifiable. La justice est votre grand échec. Vous libérez les prisonniers à tour de bras. On verra. En l'occurrence, il y a un projet d'Éric Dupond-Moretti avec des remises de peine automatiques qui pourraient justement sauter. Ça pourrait aller dans votre sens. Aujourd'hui, il faut plus de fermeté pour protéger les Français. Voilà, la mesure, c'est la référence à cet amendement qui change quelque chose fondamentalement, Laurent Jacobelli, pour vous? Écoutez, je ne sais pas, je l'espère. En tout cas, le mot islamisme n'est pas prononcé. C'est-à-dire qu'on parle de souveraineté, c'est un mot que j'aime bien, on parle de relations diplomatiques, mais on ne parle pas d'islamisme. Le problème de Miligorus, qui est l'association qui est derrière cette école à Albertville, mais qui est derrière la mosquée de Strasbourg, dont on parle beaucoup aussi récemment, eh bien, cette association est reconnue comme prêchant un islam radical. Elle est d'ailleurs interdite en Allemagne. Un islam où on ne reconnaît pas l'égalité homme-femme, où on condamne l'homosexualité, soupçonnée d'antisémitisme. C'est pas ce que nous a dit le président de la Confédération. En tout cas, c'est ce que disent les services de renseignement généraux en France et dans d'autres pays d'Europe. Donc là, c'est une irresponsabilité. Et donc, on devrait évidemment interdire. Cette association a refusé de signer la charte pour un islam de France, c'est-à-dire qu'elle veut elle-même se mettre en dehors des règles de la République. La première chose à faire, c'est de la dissoudre, cette association, et sûrement pas de la financer ou de la laisser construire des écoles ou des mosquées. L'État lui-même a financé cette association Miligorus et même le ministère de M. Darmanin. Tous les partis politiques, DLR, au vert évidemment. Financé, je ne crois pas qu'on ait financé cette association. Il y a eu dans le cadre... Il y a eu une rencontre. Il y a eu la préfecture a fait un chèque à l'association Miligorus dans le cadre du travail pour l'amélioration des conditions dans la ville, etc. Et donc au moment où M. Darmanin était ministre de l'Intérieur, c'est vérifiable évidemment dans la presse, c'est un dossier que je connais bien, c'est dans ma région. Voilà. Donc il faut maintenant être très clair et demander aux élus d'arrêter d'être complices de la construction de mosquées radicales. Alors là, vous faites référence au cas de Strasbourg. Avec la difficulté de savoir comment on distingue un bon financement d'un mauvais financement. C'est-à-dire que c'est un travail d'enquête, j'imagine, extrêmement complexe, non, Laurent Jacobelli? Oui, mais on les a, les informations. On les a suffisamment. Les renseignements, ça faire cela. C'est important de le faire parce qu'aujourd'hui, notre pays doit affronter quand même un terrorisme qui vient, désolé de le dire, mais de l'islam radical. Aujourd'hui, nous avons un problème avec l'islam radical. Et de vouloir mélanger toutes les religions avec
fait qu'un radicalisme, c'est dangereux. Moi, je fais bien la différence entre la religion musulmane et l'idéologie politique conquérante de l'islam politique qui veut aujourd'hui, à travers les mosquées, à travers les églises, avoir une véritable politique de conquête sur la France. Et il faut donc être très ferme, et notamment, je le répète, des élus. Monsieur, personne ne veut rien mélanger, mais quand vous parlez de laïcité, vous comprenez bien que le principe de la laïcité, c'est qu'on traite l'ensemble des religions de la même manière. Combien d'attentats terroristes par des mais c'est pas le sujet, en l'occurrence, là, puisqu'on parle d'un renforcement de la laïcité. L'idéologie politique violente est dangereuse pour la démocratie. Absolument. Et aujourd'hui, 100% des attaques si on parle de la laïcité,